Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous n'êtes pas venu avec les crêpes ce matin? Non, c'est à vous de faire la cuisine. Oh là là, ça va mal se passer. Bonjour Jamel Mazy, on est ravis de vous recevoir ce matin. Vous cuisinez, Jamel? J'ai pas trop le temps, j'aime bien manger. Journaliste, et avec vous, on va parler de ce nouveau magazine d'information internationale qui est arrivé sur France 2. Il y aura 6 numéros, c'est ça, en tout dans l'année, sur la ligne. Mayotte Comores, les sœurs ennemies ce soir. C'est le nouveau magazine d'information internationale du service public. Il est présenté par Christophe Kenck et vous-même, Jamel Mazy. Et puis, c'est une forme très originale avec une équipe très légère où vous montrez la façon finalement dont on filme un reportage. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et là, vous êtes allé donc à Mayotte, cette île dont on parle assez souvent parce que situation extrêmement compliquée. Et vous allez nous raconter comment s'est passé ce tournage. Vous étiez allé précédemment au Mexique, entre la frontière entre le Mexique. C'est le principe du magazine, c'est ça, c'est d'aller dans des pays où il y a des tensions, où il y a des conflits. C'est le principe. C'est le principe, c'est le concept de l'émission Sur la ligne, c'est d'explorer, décrypter ce qui sépare, à savoir une frontière. D'abord physique, et on ne s'interdit pas aussi d'explorer des frontières invisibles qui sont écologiques, culturelles, etc. Et de raconter justement ces histoires humaines de part et d'autre de cette frontière. D'accord, on va y revenir. Ça valait le coup de quitter France Info pour ça? Ah oui, ça valait le coup. J'avais envie de retourner sur le terrain, parce que j'étais reporter avant France Info. Et puis surtout pour un magazine de cette envergure, avec une équipe formidable, avec Christophe Kenck. Je voudrais citer aussi Yvan Martinet, qui est reporter et qui tourne des sujets pour notre émission, avec Olivier Gardet, Damien Turpin et Nicolas Auer. Donc c'est pas tous les jours qu'un nouveau magazine d'actualité se crée sur service public, notamment sur France 2, donc ça valait le coup d'arrêter France Info. Et pourquoi vous c'est vous qui... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est une histoire d'abord d'amitié avec Christophe Kenck, on se connaît depuis la création de France Info, puisqu'il avait fait une petite parenthèse dans sa carrière de grand reporter de guerre, et on s'est toujours promis de travailler un jour ensemble. Et la direction des magazines, la direction de l'information est à la recherche de son nouveau magazine d'actualité internationale. Il s'avère qu'il en avait écrit un il y a quelques années. Et il est venu me le proposer et on l'a proposé ensemble à la direction. Voilà, on va en reparler dans un instant et on passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Jamel Mazy, ça vous est peut-être arrivé, un scoop qui vous tombe dessus lors d'une question banale. Et c'est exactement ce qui est arrivé hier soir. Yann Barthès, en direct de Quotidien avec Éric Ciotti, pose une question banale et voilà ce que lui répond Éric Ciotti. Nice, c'est ma ville et je veux aujourd'hui qu'elle retrouve un nouveau destin. Donc nous verrons bien, mais en tout cas, là où je serai, j'apporterai toute ma détermination. C'est la première fois que vous dites, parce que je dis ça en boutade, et du coup vous répondez, c'est la première fois que vous dites que vous voulez officiellement être maire de Nice? Je vous ai pas dit exactement ça. Ah si, vous avez pas dit non. Du temps. Mais pas loin. Voilà, pas loin. Ah non, pas loin. Donc, pas loin. Donc on est prêt. Pas loin. Je m'y prépare. D'accord, vous y préparez, vous y passez en vous rasant, tout ça, machin. C'est ça? Je m'y prépare. D'accord. Bref, vous n'avez pas mis la question. La question, c'était quoi? La question, c'était est-ce que vous retournez à Nice? Est-ce que vous continuez à profiter de Nice? Voilà. Et du coup, il lui a annoncé qu'il voulait devenir le nouveau maire de Nice. C'est Christian Estrosi qui va être oui, c'est ça, exactement comme ça, au détour. Et pendant ce temps-là, dans C'est à vous, Darmanin, Gérald Darmanin remettait une petite couche sur la NUPES et s'en prenait à Sandrine Rousseau. Évidemment qu'on doit amender un projet de loi. Ça s'appelle un projet de loi. Pour ça, il faut en discuter. Et c'est pas ce que fait malheureusement LFI, la NUPES, en empêchant la discussion parlementaire. Donc oui, il y a des améliorations à apporter, il faut écouter. Et puis il y a ceux qui construisent une autre société que je distinguerais de la gauche ouvrière ou la gauche employée, que moi j'ai qualifié de gauchiste. Quand j'entends Mme Rousseau m'évoquer que pour elle la société idéale, c'est une société de la paresse, c'est une société sans travail, c'est du miel peut-être à entendre pour beaucoup d'entre nous. Mais il est évident que la France ne peut plus être cette grande puissance si elle rentre dans la société de la paresse. Ah là là, la paresse. Pas mal la paresse, non, vous aussi. On en a parlé tout à l'heure. Ben oui, j'imagine, dans vos débats. Caché par la guerre de l'Ukraine, pourtant la lutte et les manifestations continuent en Iran. On en parle un petit peu moins. Le combat des femmes ne s'arrête pas, même si les répressions continuent. Derrière, une dernière en date, celle qui a été décriée dans Quotidien. Écoutez Valérie. Ne pas oublier les manifestations et la répression actuelle dans le pays. En l'occurrence, je voulais juste vous montrer des photos toutes simples
simple de panneaux installés dans plusieurs hôpitaux à Téhéran. Dessus, message glaçant, il est inscrit que l'accès aux soins est désormais interdit aux femmes non voilées et peu importe leur état de santé. Voilà, après 5 mois de contestation, on en est donc là. En Iran, on ne soigne plus les femmes qui protestent contre le port du voile. On les laisse mourir. Incroyable, elles n'ont plus du tout accès aux hôpitaux. Vous avez envisagé d'aller en Iran ou en Afghanistan ? On ne s'interdit absolument rien. Hein. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout va dépendre de la faisabilité. Aux Comores, on a été empêchés, puisque notre équipe, Yvan Martinet, Olivier Gardette, ont été reconduits à la frontière, c'est comme ça qu'on dit, dans un pays où il y a une totale dérive autoritaire. Mais ils ont même été attaqués par la presse en pensant... La presse locale pensait que l'équipe de France 2 allait sur place pour commettre un coup d'État. Enfin, exactement. Voilà, totalement surréaliste. Mais on a pu travailler avec un journaliste local discrètement qui n'a pas souhaité être cité parce qu'évidemment il est menacé. Oui, mais c'est vrai que l'Iran, en l'occurrence, vous ne pourriez pas y aller en tant que journaliste. C'est quasiment extrêmement compliqué, c'est verrouillé. Aussi. À moins de travailler avec des gens sur place. Vous l'avez vu, il y a une jeunesse très militante, très révoltée sur place et qui filme avec leur smartphone, ce qui nous permet d'être informés sur ce qui se passe sur place, heureusement. Une autre ligne de front, celle d'une amatrice de sexe qui rencontre une professionnelle du X. Qu'est-ce qui se raconte des histoires du X? 3e épisode, Valérie, de ma saga préférée, la famille Pélissard. Je ne sais pas si vous suivez la famille Pélissard. C'était une famille qui était sur TF1. C'est très loin. J'ai vu que Albert Londres était un de vos modèles. Là, on en est très, 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 très loin, mais ça fait le buzz. La famille Pélissard, elle a 9 enfants. Elle était dans une émission Famille XXL sur TF1. Ça m'arrive de regarder le week-end. Voilà, ils se sont lancés dans le X. Et ils font beaucoup d'argent. Oui, j'en ai entendu parler. Mais oui, c'est la famille Pélissard. Et hier, ils ont rencontré une vraie ardeuse, Clara Morgan. Et donc, confrontation entre des amateurs et une professionnelle qui a eu du mal à comprendre pourquoi les Pélissard se lançaient aussi tard dans ce business. Vous arrivez à un stade, à un âge où vous avez plein d'enfants, vous êtes passé sur TF1, vous avez construit quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez rare de faire ces choix à vos âges. Donc la seule question, c'est pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous épanouit déjà depuis longtemps. Mais c'est l'oseille. Je vais vous répondre, Clara. Non, mais il peut se taire, lui, là. En fait, on est agresser les gens tout le temps. Il faut arrêter, là. Il agresse tout le monde, il insulte. Et oui, c'est l'oseille, c'était dans Touche pas à mon poste, bien évidemment. Elle est fascinante quand même, cette histoire des Pélissard. C'est assez fascinant. Vous regardez quoi, vous, à la télé ? En ce moment, c'est compliqué, puisqu'il a fallu fabriquer le 2e numéro. J'essaie de regarder les magazines, les JT, puis les plateformes, les séries comme tout le monde. Les séries, un auditeur demande si vous avez été inspiré par les nouveaux explorateurs, sur la forme... Je sais pas. Oui, après c'est du grand reportage, donc forcément on voyage. Forcément, on s'inspire de tout le monde. Après, il y a les nouveaux explorateurs. Exactement. Et voilà, c'est du grand reportage et c'est aussi des rencontres humaines et puis avec de l'info aussi. Pierre Lescuria a rendu hommage à Barrett Strong qui a disparu il y a 3 jours. C'est un des 4 hommes qui écrivait les principales tubes de la Motown, Valérie. Et on va écouter Barrett Strong. Alors ça devrait vous plaire quand même. Alors là, sinon je ne sais plus quoi faire. Ça s'appelle. On a un vrai combat en fin de chronique. Il termine toujours en musique parce que je n'aime pas ses goûts musicaux. Et écoutons donc Barrett Strong dans Money That's What I Want. Et cette fois-ci, c'est pas lui qui a écrit cette chanson, mais Barry Gordy qui était le fondateur de la fameuse et du fameux label Motown. Ça c'est bien. Le Motown, c'est I Love You. Quand même. C'est sûr que par rapport à comment il s'appelle Pierre Demer. Pierre Demer. Voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, Jamel Mazy. Donc, vous avez longtemps présenté les journaux sur France Info TV et désormais, vous êtes l'une des figures avec Christophe Kenck de ce nouveau magazine, enfin le visage de ce nouveau magazine d'information internationale sur la ligne. C'est ce soir à 23h, nouveau magazine d'information internationale, Mayotte Comores, les sœurs ennemies. C'est
passionnant, c'est glaçant. Vous êtes allé 23h, il y a la Première ministre juste avant sur l'événement de 20h. Juste avant, j'espère qu'ils vous laisseront l'antenne quand même. Voilà, je veux annoncer ce qu'on vient d'apprendre, le décès de Philippe Tesson, 94 ans, immense journaliste, éditorialiste. Je ne sais pas si vous l'avez connu, reçu. Jamais reçu, mais je l'ai connu. Quelqu'un de formidable. Et ses critiques de théâtre aussi. Un esprit libre, un homme vraiment beaucoup de peine à l'annonce de sa disparition. Ce magazine donc d'actualité internationale, c'est assez courageux de la part même de France Télévisions, parce qu'on voit que dans les journaux, plus sur le service public que sur les chaînes privées, l'international est un peu la portion congrue de l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de place à l'international. Le 20h et le 13h de France 2, et même sur France 3 et France Info, on ne se prive pas de faire de l'international. C'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande actualité sur l'international qui fait que cette actualité-là a beaucoup de répercussions sur le national. Donc ça a une importance. Et effectivement, oui, c'est courageux de la part du service public de lancer un magazine, parce que, comme on dit dans le journalisme, il y a cette pas de proximité, donc plus c'est loin et moins ça intéresse. Et l'idée de cette formule, c'est d'intéresser avec cet exercice de transparence où on montre aussi nos conditions de tournage et comment on tourne sur place. Oui, ça, j'ai trouvé que c'était très original. On voit, parce qu'on ne voit pas derrière l'image ce qui se passe, et là, on voit vraiment vous êtes combien? Vous êtes 3, 4? On est 4. 4 plus une deuxième équipe où ils sont deux, Yvan Martinet et Olivier Gardette. Mais c'est très léger comme... C'est très léger. C'est un dispositif qui est très léger, ce qui nous permet d'être assez souple sur le terrain. Et puis l'originalité aussi de ce magazine, c'est que cette partie incarnée par Christophe et moi avec nos collègues, qui tient la caméra et vous filme. C'est ça, c'est qu'on tourne avec un smartphone, 2 smartphones. Ça, c'est l'originalité, ce qui nous a permis, lorsqu'on a tourné le pilote, de s'apercevoir que ça permettait d'être discret. Quand on tourne notamment avec des personnes menacées, fragiles, ça fait moins peur. D'arriver avec une grosse caméra ou un appareil photo, et du coup ça rassure et ça crée beaucoup plus de proximité avec les gens qu'on interviewe. Comment se fait le choix des sujets? Donc je disais tout à l'heure, vous avez été à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous parlez de pays où il y a des murs qui peuvent être, là c'est un mur maritime entre les Comores, entre Mayotte et l'océan Indien. Comment vous choisissez les sujets et que vous allez tourner? L'idée, c'est de choisir une frontière, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle soit physique, une barrière, comme c'est le cas entre les États-Unis et le Mexique. Et encore une fois, on s'interdit absolument rien. Ça peut être une frontière maritime ou aussi une frontière psychologique. Et l'idée, c'est de la décrypter, d'aller de part et d'autre de cette frontière à la rencontre de gens pour montrer quelque part ce qui symbolise des absurdités légales, politiques, etc. Alors ce soir, Valérie, on va découvrir comment, là-bas, les Comoriens trouvent une terre d'asile en France, parce que vous avez une partie de la France, un bout de la France, le 101e département. C'est la bande-annonce. Sur la ligne, inédit. On est à 8000 km de l'Hexagone, plein cœur du canal du Mozambique entre l'Afrique et Madagascar. Pour ce 2e numéro, Jamel Mazy et Christophe Kenck vous emmènent à la frontière entre les Comores et Mayotte, ce petit bout de France en plein océan Indien. C'est tous les atouts d'une île paradisiaque pour attirer les touristes, et pourtant ils sont très peu nombreux ici, il y a beaucoup de tensions. Allez, on y va, c'est parti les gars. Vas-y, chaud bleu. Si l'État ne fait rien, donc là, Mayotte va couler. Liberté, accès à l'éducation et aux soins médicaux, Mayotte fait rêver les Comoriens, prêts à tout pour franchir cette barrière maritime. Sur la ligne, votre magazine d'actualité internationale sur France 2 et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv. C'est vraiment à découvrir parce que c'est loin, ça, à moins de s'intéresser vraiment à l'actualité internationale, et c'était le cas de Gilles, si je donne un petit secret. Et c'est vrai que la situation, le climat d'insécurité est absolument terrifiant. Et l'une des femmes que vous interviewez dit « Le bon Dieu nous a donné le diable pour voisin ». Je trouvais cette phrase très forte parce qu'ils ont un paradis, un petit paradis à la fin. D'ailleurs, on voit un Français qui s'y est installé. Et c'est vrai que leur pays est devenu un enfer. Enfin, leur île est devenue un enfer. Leur île est devenu un enfer, effectivement, on le raconte très bien dans le magazine, c'est qu'il y a cette délinquance juvénile. Et ces bidonvilles, c'est à Mayotte que se trouve le plus grand bidonville de France et même d'Europe. Et celle que vous citiez, c'est Estelle Youssoufa, députée sans étiquette qu'on a rencontrée sur place, qui était ancienne journaliste et qui s'est engagée en politique, qui est très remontée, et qui dénonce aussi quelque part l'inaction de l'État et elle réclame un durcissement du droit du sol puisque c'est un département français, vous l'avez dit, c'est une frontière entre la France
et l'Afrique en plein océan Indien, et à côté, les Comores, l'Afrique aussi, Madagascar, des candidats à l'exil qui voient un Eldorado pour la santé, pour l'éducation, pour les libertés. Et aujourd'hui, officiellement, il y a 300 000 habitants. Officieusement, il y en a le double. Sur l'île. C'est une île qui est arrivée à saturation à tous les niveaux, donc à toutes les, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital ou même sur les routes. Parce qu'ils viennent se faire soigner là. Vous montrez là aussi le travail des passeurs, enfin, le travail, si on peut appeler ça le travail, enfin en tout cas le business des passeurs, la chasse contre tous ces clandestins. Enfin, vous avez réussi à c'est une scène très forte quand vous suivez les policiers dans le bidonville. On voit l'état dans lequel se trouve cette île qui est absolument dramatique. Ça a été, on vous a accepté facilement avec la caméra, justement? Ça a été. Les Mahorais sont très accueillants, très chaleureux. Un très très bon accueil. Après, il faut dire que pour aller dans le bidonville, c'est pas simple. C'est là que se trouve aussi un certain nombre de gangs, des chefs de gangs très très jeunes. Et quand on a pu y aller, c'était soit avec effectivement la police, la GAO, qu'on appelle, et les gendarmes, et soit via une opération, vous allez le voir, une opération de ramassage des déchets avec des associations. Et c'était organisé par la mairie, ce qui nous a permis d'être au cœur de ce bidonville. Et moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est des conditions de vie indignes. Et je trouve ça dingue que ce soit en France. Mais que fait la France alors? Oui, elle l'a abandonné. Alors, les élus dénoncent ce sentiment d'abandon de la part de l'État. Gérald Darmanin a passé le nouvel an sur place, le ministre de l'Intérieur, pour annoncer des moyens, des radars, des effectifs supplémentaires. Ce qui étonne, c'est que quand on traverse l'île de Mayotte, et on se retrouve régulièrement dans les bouchons, il faut 2h30 pour parcourir 10 km. À Paris aussi. Sur une île, c'est assez surprenant. Oui. Et on voit beaucoup de panneaux qui annoncent justement des travaux, des bâtiments en cours de construction, financés par l'État ou financés par l'Union européenne. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeune département français. C'est le 101e. C'est un département français depuis... exactement. C'est un département français officiellement depuis 2011. Et les élus aimeraient que ça aille plus vite dans la rénovation des infrastructures, mais il faudrait une vingtaine d'années pour que justement on en arrive à un département digne de ce nom comme on peut connaître en métropole. Et là-bas, la leader, c'est Marine Le Pen. Mais qu'est-ce qu'elle 53% ont voté, c'est ça, 52% ont voté pour Marine Le Pen. Presque même 59%, il me semble, au deuxième tour de la présidentielle. Elle leur a promis... C'est un discours qui aujourd'hui séduit les Mahorais. Vous le verrez dans le magazine, on a rencontré ces habitants qui font partie de collectifs qui s'organisent pour patrouiller sur les plages, pour chasser entre guillemets les passeurs et les kwassa. C'est des gens qui nous disent, voilà, nous on a voté Sarkozy, Hollande, Macron, Chirac, et aujourd'hui on a voté Marine Le Pen parce qu'on se sent totalement démunis. Parce que le sujet à Mayotte, c'est l'immigration clandestine. Ouais. Mais enfin, vous voyez, vous me disiez juste avant, il n'y a pas de drogue et il n'y a pas d'armes a priori. C'est ce que les élus se réjouissent aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'armes en circulation dans les bidonvilles et pas de drogue. Parce que leur crainte, c'est que ça devienne un deuxième Haïti. Donc ça, ils s'en réjouissent pour l'instant. Mais oui, ce sont des élus qui réclament d'aller plus loin, ils réclament la suppression définitive du droit du sol, sauf que c'est une mesure qui va se confronter à la Constitution. Et pour que ça devienne une exception, c'est compliqué. Il faut réviser la Constitution. Aujourd'hui, il y a une exception qui existe à Mayotte. Ça a été durci il y a quelques années, en 2018. Il faut que l'un des deux parents ait résidé au moins 3 mois sur l'île pour que l'enfant prétende au droit du sol. Et aujourd'hui, le gouvernement, il me semble, réfléchit à aller plus loin et exiger au moins une présence d'une année des deux parents. Une dernière question rapide, média. Vous n'êtes pas triste qu'en septembre, le 19-20 s'arrête et le 12h-13h s'arrête sur France 3? Vous en pensez quoi, vous? C'est une décision qui a été prise par la direction. C'est triste parce que j'ai eu l'occasion d'être remplaçant pendant au moins 3 ans de ces éditions. Oui, c'est pour ça. Moi, je pense aux équipes. J'espère que cette décision politique, cette décision en interne, n'aura pas trop de conséquences sur le plan social et humain pour ces équipes qui sont formidables. Donc vous le regrettez? Je le regrette, mais en même temps, voilà, c'est une décision de la direction. Malheureusement, si j'avais été le directeur ou
PDG de France Télévisions, peut-être que j'aurais fait autrement. Et en tout cas, voilà, c'est une décision que je ne vais pas commenter ici. Oui, Stéphane nous dit rien que l'eau potable qui n'est accessible que rarement. Oui, les images sont terrifiantes dans les bidonvilles. Vraiment, regardez ce soir ce document Mayotte Comores, les sœurs ennemies. Et c'est une île qui pourrait être un petit paradis. Encore une fois, on voit les ressources possibles. Il y a le deuxième lagon le plus grand et le plus beau du monde. Absolument. Une barrière de corail qui est extraordinaire. Et ça pourrait, devenir un petit paradis. Jamel Mazy, Christophe Kenck ce soir, donc sur la ligne pour découvrir ou pour comprendre ce qui se passe à Mayotte en ce moment. Merci beaucoup Jamel Mazy. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin avec vous.